Gilles Van der Potten, Paris, le 22 juillet 2020. Alors vous avez sur ce dessin, qui est celui d'un ami dessinateur, Pascal Lemaître, un dessinateur belge, vous avez Atlas qui porte le monde sur ses épaules, mais qui est aidé, assisté de citoyens qui ont voulu coopérer dans cette lourde tâche que de porter le monde, ses souffrances. Et vous avez face à eux des reporters d'espoir, des journalistes qui prennent bonne note de cet effort commun pour tâcher de résoudre une situation problématique. Et vous avez là, en résumé, ce qui est reporter d'espoir en un dessin. Bonjour Zéline Van der Potten, merci pour cette introduction. Comment vous sentez-vous et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ce que nous venons de traverser, par rapport à tout ce que nous vivons encore par les temps qui courent? Écoutez, je pense que c'était une période difficile. On a tous été logés à la même enseigne, confinés, dans des conditions pas toujours évidemment les mêmes. C'était une période de frustration importante, d'atteinte à la liberté de circuler. Donc c'est une période qui n'est pas facile et je suis d'autant plus enthousiaste à l'idée qu'elle se termine, si on l'espère, c'est le cas. Alors évidemment, l'actualité quotidienne laisse présager encore d'épisodes un peu douloureux. Mais voilà, c'est une occasion quand même de retrouver de la liberté, de mouvement, pour pouvoir aller à la rencontre, me concernant, des acteurs de solutions, de femmes, d'hommes qui agissent concrètement sur le terrain. Et c'est crucial dans le métier qui est le nôtre, de reporter, de journaliste. On doit pouvoir aller à la rencontre concrètement des éclaireurs d'avenir qui agissent sur le terrain. Donc c'est une libération que de pouvoir à nouveau se mouvoir voilà, sans grande contrainte. On va en parler dans un instant, mais avant qu'on aborde le monde de demain, j'aimerais qu'on revienne au monde d'hier, en tout cas à votre monde à vous, puisqu'au départ, vous avez commencé par des études de commerce et un parcours bancaire. Qu'est-ce qui fait que vous avez bifurqué vers les médias? Pourquoi cet intérêt pour les médias? En fait, mon intérêt pour les médias est né tout en suivant mes études. Et si vous voulez, en école de commerce, je me suis aperçu qu'on avait la chance d'avoir des outils à disposition pour monter des projets. Et le premier projet que j'ai monté, c'est l'association dédiée au développement durable et à l'écologie sur le campus, donc à mon école Audencia à Nantes. Et on a monté avec un groupe d'amis un festival du film sur l'environnement. Et à ce moment-là, on a côtoyé énormément à la fois de scientifiques, de réalisateurs, d'aventuriers qui sensibilisent aux questions environnementales, et on a voulu sensibiliser par l'image. Donc on était déjà dans le monde des médias. Et par la suite, on s'est improvisé apprenti reporter, reporter citoyen. On a parcouru les routes de France dans ce qu'on a appelé un tour de France du développement durable pour rencontrer les précurseurs, les pionniers, les utopistes d'hier qui s'avéraient être, que ce soit dans l'agriculture bio, dans les énergies nouvelles, etc., eh bien des acteurs de solutions concrètes, 15 ans, 20 ans, 30 ans après parfois. Donc le monde des médias et du journalisme, je l'ai approché dès les années 2006-2008 dans ce contexte-là. Et on s'est pris pour des journalistes en parcourant, en faisant notre tour, en rencontrant à chaque étape de notre tour des acteurs de la presse quotidienne régionale. Et on s'est pris au jeu d'une web radio, d'un blog, pour au final travailler avec la presse pour l'aider à identifier des initiatives concrètes sur le terrain. Alors, on l'a vu tout au long de ces derniers mois et du confinement que vous évoquiez, les médias ont été un outil essentiel pour nous relier au monde extérieur. Quel est votre regard sur la façon dont les médias ont couvert les événements et cette crise du coronavirus? Alors je pense que certains médias ont fait preuve de beaucoup de pédagogie, ont essayé de ne pas nous confiner dans l'anxiogène, mais c'était une gageure.
C'était pas évident, étant donné la nature des événements. Ce qui m'a frappé, c'est chaque jour le compteur du nombre de morts que l'on voyait défiler devant nos yeux. Heureusement, par la suite, il y a eu d'autres indicateurs plus positifs, on va dire, qui étaient le nombre de personnes qui sortaient indemnes des hôpitaux, par exemple. Mais on a eu une succession de nouvelles très anxiogènes et j'ai lancé un appel avec une vingtaine d'experts et d'observateurs des médias, des sociologues, des psychiatres comme Serge Tisseron, des sociologues des médias comme Isabelle Vera-Masson, tout un tas, des grands reporters de guerre comme Cécile Allegra. Toutes ces personnes nous ont alerté les médias en disant attention au risque de burn-out, si j'ose dire, de la société française, enfin de la société en général. Vous, médias, vous avez un rôle particulièrement important. Vous nous donnez à voir des perspectives, autre chose que l'immédiateté de la catastrophe. Donc on a craint, et on s'est dit il fallait allumer des contre-feux quelque part. Il y avait tous les mouvements de solidarité dont on a beaucoup parlé aussi, au balcon chaque jour à 20h pour saluer le personnel soignant, mais aussi des solidarités spontanées de citoyens dans l'entraide, mais aussi des solidarités organisées. Le gouvernement avait lancé une initiative pour connecter les bénévoles et les ONG. Donc, il y a eu un foisonnement quand même d'initiatives positives, mais je crains quand même qu'on soit resté essentiellement sur le Covid sous toutes ses formes, et peut-être qu'on aurait eu de l'espace médiatique pour parler d'autres choses et qu'on n'en a pas suffisamment profité. À travers l'ONG que vous avez fondée, Reporters d'Espoir, vous essayez justement de distiller les bonnes nouvelles et l'envie d'agir. Pourquoi les bonnes nouvelles et surtout en ce moment ont si mauvaise presse, si j'ose dire? Alors, je dirais que les bonnes nouvelles ont toujours eu mauvaise presse parce que y a un aspect sémantique important. Parler de bonnes nouvelles, c'est risquer de passer pour les boy scouts de service, aux yeux des confrères notamment et des consoeurs. C'est risquer aussi d'être empreint de religiosité, la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez, donc dans l'esprit de beaucoup de journalistes, c'est connoté. Nous, en fait, on parle plutôt de solutions ou de journalisme constructif. On se dit, ce qui compte surtout, c'est de traiter à la fois des problèmes, des catastrophes, de tout ce qui fait a priori la saveur du métier de journaliste. Vous savez, si ça saigne, ça baigne. Pour qu'il y ait un événement, pour qu'il y ait une actualité, le présupposé veut qu'il faut, j'exagère un peu, mais du sang et des larmes. Sinon, c'est pas une actu. Ça ne mérite pas forcément d'être traité. Nous, on dit, si, il faut traiter des deux à la fois. Il faut traiter des problèmes et des solutions. Et il y a ce couple opportunité-menace, difficulté-résilience, problème-solution, qui est le propre de toute dynamique de vie et qui doit, à notre sens, au sens Reporters d'Espoir, être reflété dans l'actualité et dans les médias. Sinon, quelle perspective offrir aux gens? Dépeindre la hausse du chômage, évidemment, il faut le faire quand c'est le cas. Les fermetures d'usines, l'emploi industriel dont on aurait beaucoup besoin, on l'a vu en période de Covid, des catastrophes naturelles, humanitaires, évidemment que c'est le lot de l'actualité, ça doit être analysé avec tout l'esprit critique qui incombe aux journalistes, ça doit être décrypté, ça doit être transmis, mais il faut aussi, en même temps, lorsque c'est possible, diffuser la connaissance des histoires de résilience, et pas forcément des bonnes nouvelles, mais des initiatives concrètes, constructives, impactantes, qui améliorent la vie des gens et qui résolvent des problèmes concrets. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je ne parlerai pas de bonnes nouvelles, mais je parlerai d'initiatives constructives qui prennent du temps à se construire et à faire la preuve de leur impact sur l'emploi, sur l'écologie, sur la solidarité. C'est pas spontané, c'est pas une nouvelle qui émergerait comme ça, sortie de rien. C'est du travail,
de long terme. Et il y a un moment donné où le journaliste et l'informateur doivent être capables de cueillir ces initiatives pour pouvoir les expliquer dès lors qu'ils les jugent intéressantes et utiles. Dans votre livre, Imaginez le monde de demain, le rôle positif des médias, qui est paru dans la collection Domaine du possible chez Actes Sud, avec une postface d'Éric Torino. Merci. Vous imaginez justement ce monde de demain à travers ce que vous appelez un journalisme de solution. Qu'est-ce que c'est ce journalisme de solution et quelle serait par exemple la solution pour lutter contre les fake news qui nous animent? Alors, le journalisme de solution, c'est un peu ce que je vous expliquais à l'instant. C'est un journalisme qui s'intéresse à la fois aux grands problèmes du monde, aux grands défis, mais qui ne se contente pas de constater que ces problèmes existent et qu'ils sont importants et qu'ils posent tout un tas d'implications dans la société, pour la société, mais qui va au-delà en s'intéressant aussi aux efforts qui sont entrepris, aux actions concrètes de terrain, et qui, de tout ça, parvient dans des lignes éditoriales classiques ou nouvelles à raconter des histoires vraies, authentiques, et qui puissent offrir des perspectives aux gens, c'est-à-dire nous permettre à nous tous citoyens de nous projeter dans la résolution des problèmes et de faire ce qui nous définit en tant qu'homme, enfin, selon les principes sartriens en tout cas, un homme n'est homme, avec un grand H, que qu'il se sent responsable et engagé dans la société. Donc voilà, ce journaliste de solution, il veut aider les citoyens à se projeter dans l'avenir. Par rapport aux fake news, aux fausses nouvelles qui pullulent sur les réseaux sociaux, je pense que il faut les distinguer de l'information telle qu'elle est réalisée par les professionnels de l'information. Heureusement, il y a des professionnels, il y a des gens de métier qui apprennent le journalisme, qui apprennent à décrypter les faits, à les expliquer. Ils passent entre 3 et 5 ans dans des écoles. Et puis, c'est une pratique de terrain. Donc, heureusement qu'on a ces professionnels pour lutter contre les fake news, même s'il arrive à tout média à un moment donné peut-être d'aller trop vite en besogne et de ne pas expliquer la totalité d'une situation ou parfois de se laisser avoir par l'immédiateté des événements. On veut parfois être les premiers à dénicher l'actualité choc. Donc, il est arrivé d'annoncer à tort dans tous les médias, mais ça fait partie des risques du métier. Mais ce qu'on appelle fake news, qui est d'une autre nature, c'est effectivement des fausses informations qui sont délibérément erronées. Alors, quelle solution face aux fake news sans vouloir botter en touche, mais je dirais que c'est plus de good news, ou plutôt plus d'initiatives constructives qui permettent d'offrir des perspectives à des citoyens pour éviter qu'ils ne se tournent vers les fake news. Pour prendre un exemple très concret, parce que mon propos peut paraître un peu théorique, prenons la figure du jeune de banlieue, de cité chaude, qui est une marotte dans le monde des journaux télévisés. Ce jeune de cité, s'il ne voit dans les médias qu'on ne parle de lui, qu'on ne s'intéresse à lui et à son écosystème que quand il y a une voiture qui brûle dans un quartier ou quand il y a une émeute, que sais-je, il va plus facilement. Sa propension à se détourner de l'info officielle, traditionnelle, qui met un focus comme ça sur la négativité de ces situations et sur la violence et sur des situations qui, heureusement, ne sont pas quotidiennes ou rarement quotidiennes. S'il voit aussi qu'on montre, qu'on s'intéresse à lui et à son environnement, quand il y a une association de personnes, souvent des mères de famille, qui créent une association pour éviter que la tension ne se reproduise et conduise à des voitures caillassées ou brûlées, ou une entreprise qui s'implante dans une zone économique privilégiée, enfin franche, qui crée de l'emploi et où on s'aperçoit que ça permet de pacifier les relations. Et tout ça, c'est des réalités. On a fait des reportages sur ces sujets-là. Là, on crée une autre relation des citoyens
à l'information traditionnelle, vérifiée, authentique. Et donc, c'est là où je pense que pour lutter contre les fake news, le fait de faire un journalisme de la complexité qui s'intéresse et aux problèmes quand ils arrivent et aux solutions quand elles existent, là, on peut recréer de la confiance. Donc, ce serait ma manière de répondre à votre question. Des good news pour lutter contre les fake news. Dans votre livre, vous citez Baudelaire qui notait déjà à l'époque le tissu d'horreur qui fait partie de la réalité, qui fait partie de la vie, même si on a parfois tendance à l'occulter. Comment est-ce qu'on pourrait en tenir compte tout en levant l'esprit public et j'ai envie de dire critique que soutenait Camus? Alors Baudelaire disait, il était très rude vis-à-vis des médias, il disait « Je ne comprends pas qu'une main pure puisse toucher un journal sans une convulsion de dégoût ». Alors lui-même avait été pas seulement poète, mais il avait été journaliste. À la même époque, enfin quelques décennies plus tard, Émile Zola disait un peu la même chose. Lui s'intéressait au fait que le journalisme, l'information, son rythme, créait des secousses incessantes et tenait la nation dans un état de secousse permanente et d'instabilité. Et il y voyait un danger. Oui, l'information en continu n'existait pas, en tout cas pas au rythme auquel on la connaît aujourd'hui. Mais il pressentait un certain nombre de problèmes qu'on peut facilement projeter un siècle et demi, 2 siècles plus tard, dans parfois le rythme haletant et parfois dangereux psychologiquement de l'info en continu. Mais d'ailleurs, souvent les chaînes d'info en continu nous disent on est faite pour être regardée 15 minutes, 30 minutes par jour et pas plus. Et parfois, elles nous mettent en garde en disant c'est évidemment pas fait pour être regardé 2 heures, 3 heures ou 5 heures d'affilée. Bon, elles le disent pas trop fort non plus, hein, mais il y a une consommation responsable de l'info en continu qu'il faut certainement entreprendre. Et là, ça ne peut relever que de la liberté individuelle, que de se désolidariser à un moment donné d'une information qui serait trop anxiogène et trop haletante. À chacun de résister. Mais votre question n'était pas celle-là. Je l'ai perdue en vous répondant ça. C'est pas grave, c'était comment améliorer aussi l'esprit public et critique que Oui. prônait Camus. L'esprit critique, je pense qu'il peut être facilité toujours par mon fil rouge, le journalisme constructif. Si on donne à voir à tous les citoyens que nous sommes une information dans sa complexité, si on montre aux gens qu'on ne va pas tous mourir demain, qu'on ne va pas tous tomber au chômage et qu'on ne risque pas tous de devenir sans abri demain, parce que c'est hélas ce qui ressort de certaines études. Quand on interroge les gens, on s'aperçoit qu'ils sont souvent pessimistes sur les risques, sur les catastrophes qui pourraient leur tomber dessus. Je pense qu'on n'aide pas à élever l'esprit public, comme vous dites, si on confine les gens dans la peur. On ne peut pas, enfin, surtout dans nos régimes démocratiques qui quand même nous offrent pas mal de latitude, on ne peut pas enfermer les gens dans l'idée qu'ils sont impuissants face aux événements et qu'ils ne peuvent pas agir. Moi, je pense qu'il y a un danger là-dessus. Élever l'esprit public, c'est développer le regard critique des gens sur le monde, c'est donc leur montrer la complexité, la variété, la diversité du monde. Les pays en guerre, comme la reconstruction qui peut suivre la guerre, vous voyez, des situations complètes. Je pense qu'à cette condition, on peut aider les gens à ce que les Américains appellent ça l'empowerment, mais à être plus résilients, plus résistants et peut-être plus en capacité d'agir. Et moi, je pense que le journaliste aujourd'hui, sans qu'il soit engagé pour autant, sans qu'il promeuve quoi que ce soit, il peut aider à se projeter. Il peut nous offrir une palette de choix possibles, d'initiatives existantes dans lesquelles on peut se projeter et on peut se dire « Ah, tiens, il l'a fait, je l'ai vu à la télévision, pourquoi pas moi ?» Ça peut inciter à agir.
ou tout simplement nous mettre dans un état psychologique qui nous permette de nous dire « Ah tiens, je ne savais pas que ça existait, que c'était possible, c'est intéressant, ça ouvre ma vision du monde, ça peut accroître ma confiance dans le fait qu'il existe des femmes et des hommes qui agissent. » Oui, donc que je sois acteur ou que je sois simplement spectateur, je pense que je peux élever mon esprit grâce à une information qui reflète les problèmes et les solutions, pour en revenir à cette éthique journalistique que je propose. L'éthique journalistique est mise à rude épreuve puisque cette crise du coronavirus n'a fait qu'accentuer une autre crise qui existe déjà depuis un moment, à savoir la crise de la presse, également la précarité des journalistes. Que redoutez-vous par rapport à cela en ces temps-ci, en ces temps tellement obscurs et incertains, et comment on peut leur redonner leur fierté, leur possibilité de travailler? Alors, malgré la crise de la presse et effectivement les ventes en kiosque ne sont pas très encourageantes, certains médias nous disent qu'ils ont quand même redoublé d'abonnés. Alors, c'est peut-être un nombre très restreint d'entre eux, mais il y a eu quelques rebonds par-ci par-là. Donc, toute la presse ne se porte heureusement pas mal. Elle n'est pas toute au fond du trou. Mais effectivement, on a vu Presstalis, donc la distribution de la presse. Alors, ce n'était pas une crise tout à fait nouvelle, mais elle est apparue au grand jour et elle s'est accentuée. Donc, effectivement, ça menace. Si on ne peut plus distribuer la presse, c'est effectivement très menaçant. Ensuite, pour la consommation citoyenne d'informations, bon, je suis assez confiant dans l'idée que la plupart, un grand nombre de Français, enfin, et de Belges et de citoyens, continuent à consommer de l'information de qualité. Quand vous voyez le top des médias les plus lus en ligne, ça reste Libération, Le Monde, Le Figaro, enfin, les sources d'information. Elles font des dizaines de millions de vues par chaque jour. Donc, ça reste des sources d'information plutôt fiables, plutôt sérieuses. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Ensuite, sur le modèle économique, effectivement, si un certain nombre de nos grands titres ne peuvent plus survivre, là, ça pose d'autres problèmes. Alors, ils sont challengés par d'autres médias, des nouveaux médias qui apparaissent. On a vu, vous parlez d'Éric Fotorino qui préface le livre. Éric a lancé un nombre incalculable, enfin, plusieurs médias qui fonctionnent très bien, qui sont très pédagogues, pardon, comme le journal Le 1, qui traite une question de fond chaque semaine et une seule. Et il me disait que c'était très consommé, très étudié par des étudiants. Donc, Paris réussit, semble-t-il. Il y a des nouveaux médias comme SoGood qui sont apparus récemment. Vous avez peut-être vu, c'est le SoPress, Society, SoFood, etc., qui a sorti son trimestriel dédié aux solutions, on va dire. Donc, moi, je suis plutôt confiant dans la capacité de la presse à innover, à résister, même pour une information généraliste. Mais bon, l'équation économique n'est pas forcément résolue pour autant. Donc, effectivement, on peut craindre que des modèles économiques vacillent. Moi, je vois du côté de la presse quotidienne régionale, par exemple, je vois des raisons d'espérer. Prenons un média comme Nice Matin. Nice Matin a beaucoup travaillé sur son modèle. C'est pas gagné pour autant, mais ils ont développé des nouvelles lignes éditoriales très axées sur les initiatives locales. Ils ont embarqué sur leur terrain, sur les terrains de leur reportage, des panels de lecteurs. Et on voit que ça recrée un cercle vertueux, ça recrée de la confiance, parce que les lecteurs voient comment est fabriquée l'information. C'est important de donner à voir la manière dont on travaille. Donc, Nice Matin le fait d'une manière très intéressante. Et on le retrouve, ça se retrouve dans les ventes, dans les vues, dans les partages sur les réseaux sociaux. Donc, voilà une piste parmi d'autres, hein, mais qui est intéressante à suivre et porteuse d'espoir.
Dans votre livre, vous déplorez, le manque de diversité que vous avez, exprimé à plusieurs, reprises. Quand on dit diversité, c'est diversité des sujets. Là, on l'a vu avec le coronavirus, on était, véritablement, envahis. Diversité, des journalistes également, diversité des personnalités, interviewées, ou montrées. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on essaye de faire, ici dans cette émission à Sursis Story. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer cela, encourager à plus de diversité et plus de solidarité qui vous tient également à cœur? Eh bien, écoutez, merci pour cette question. C'est vrai que alors, je pense qu'il faut opérer une distinction entre éditorialiste et journaliste. Ça me semble être une question fondamentale parce que le petit nombre de personnages que l'on voit chaque soir commenter l'actualité ne sont pas des journalistes. Ce ne sont pas des personnes qui mènent des enquêtes de terrain. Ça relève souvent de l'opinion, de la doxa. Euh, et c'est peut-être là où il y a une confusion des genres qui est assez injuste à l'égard des figures journalistiques, parce qu'on a de très bons journalistes qui font très bien leur métier et qui sont dans l'ombre, parce qu'ils ne sont pas sur les plateaux télé, ils sont sur le terrain, ils font des très bons reportages. Euh, et il est vrai que quand on questionne les citoyens sur leur rapport à l'information, ils nous disent c'est toujours les mêmes. Euh, on ne sait jamais où est la frontière entre opinion et analyse, etc., etc. Je pense que les gens ont en tête, quand ils disent ça, euh, oui, c'est des consultants en communication, des consultants politiques, des avocats, des instituts de sondage qui sont très présents tous les soirs sur les chaînes d'infos. Et je pense qu'il faut faire à la fois de pédagogie d'un côté en expliquant que ce n'est pas des journalistes, et peut-être que les chaînes d'infos, elles aussi, pourraient inviter davantage de journalistes, mais quelque part, chacun est libre de sa ligne éditoriale et d'avoir une diversité. Mais c'est vrai que cette diversité n'est pas toujours très grande. Et pour une raison simple, que m'ont expliqué plusieurs dirigeants et animateurs de ces chaînes d'infos, c'est qu'il faut trouver immédiatement quelqu'un de disponible dans la journée, pour le soir même, pour venir commenter les faits du jour. Donc, des personnes qui sont immédiatement disponibles, donc plutôt dans la région parisienne, hein, puisque pour la France en tout cas, que ce soit CNews, LCI ou BFM ou France Info, voilà, il faut trouver dans un rayon de 20 km des personnes disponibles qui acceptent de parler de sujets dont elles ne sont pas expertes, ou pas toujours. Donc, ça restreint quand même beaucoup le spectre des intervenants. Alors moi, ce que j'ai proposé, le défi que j'aimerais lancer à nos chaînes d'infos en continu, c'est d'inviter davantage de personnes légitimes parce que agissant sur le terrain. Vous voyez, je trouve qu'on ne voit pas suffisamment, par exemple, de maires de villes, de villages. Or, quand on regarde, enfin, on voit des maires qui tâchent de mettre en œuvre la démocratie participative dans leur commune. On voit des maires qui accomplissent la transition écologique de manière très concrète. Parfois, je me dis, qui de mieux que ces personnes-là pour venir débattre à la télé et analyser même des mesures politiques en la matière. Je trouve qu'on gagnerait à avoir voilà, plus d'acteurs de terrain dans l'actu quotidienne. Vous avez contribué au livre Engagez-vous avec Stéphane Hessel, un livre qui a rencontré un énorme succès, un énorme écho. Qu'est-ce que cet homme vous a appris sur l'éveil des consciences, sur l'envie de s'engager qui manque parfois cruellement en ce moment? Alors Stéphane, à qui je dois beaucoup, parce qu'il m'a lui-même, enfin il m'a moi-même éveillé en fait à beaucoup de choses. Si vous voulez, déjà il m'a appris, enfin, la cohérence, l'importance de la cohérence. Enfin, lui-même a eu un parcours presque épique, ayant survécu par 2 fois au camp de concentration, en s'étant échappé, en ayant pris l'identité de mort au camp, etc. Enfin, en participant à la Déclaration universelle des droits de l'homme en tant qu'assistant de René Cassin, il s'est trouvé à plusieurs moments de l'histoire, enfin à des tournants de l'histoire. Et puis ensuite, la décolonisation,
la diplomatie, etc. Et c'était un homme d'une grande humilité, donc très cohérent, très humble. Pour preuve, il n'a jamais voulu toucher de droits d'auteur sur Indignez-vous ou Engagez-vous. Il a voulu les reverser à des causes associatives qui lui tenaient à cœur. Donc, pour moi, c'était une figure exemplaire et j'ai eu la chance de le côtoyer, de l'accompagner en plusieurs pays d'Europe à la rencontre des indignés. Vous savez qu'il avait brandi le petit livre Indignez-vous dans les manifestations, dans les débats, etc. Ça avait suscité tout un engouement du dialogue, de la contestation, mais aussi de la construction. Et ce qu'on a écrit ensemble, c'était Engagez-vous, c'était la suite. C'était la suite, bon, écrite avant, il se trouve par un concours de circonstances, mais c'était la suite pour dire, mais il faut savoir dire non à certaines situations, mais il faut savoir aussi dire oui, s'engager, s'enthousiasmer, s'impliquer dans la société. Il ne suffit pas de dénoncer une situation, encore faut-il s'impliquer pour tâcher de la résoudre. Et on retrouve un peu ça dans le journalisme de solution. Sans demander aux journalistes de s'engager, c'est-à-dire qu'on peut refléter ces dynamiques, ne pas se satisfaire de certaines situations, mais diffuser la connaissance d'alternatives possibles. Donc, mais c'est trop court pour développer, mais Stéphane m'a appris entre autres tout ça. Donc, c'était la meilleure école qui puisse être me concernant. Dernière question, comment est-ce que vous imaginez le monde de demain, pas seulement médiatique, mais peut-être de façon générale, et vous qui êtes tellement porteur d'espoir, quel est votre espoir pour ce monde de demain? Mon espoir, c'est que tout un tas d'initiatives que je vois émerger, que je vois peu à peu faire mouvement, puissent prendre le dessus, quelque part nous aider à imaginer notamment l'économie de demain, une économie sobre en carbone, une économie sans déchets, le plus circulaire possible, une économie qui aide les individus et les collectifs à s'épanouir. Alors, je ne suis pas un partisan de la révolution, je suis plutôt partisan de la métamorphose, que les choses se passent en douceur. Et je trouve qu'il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui sont très encourageantes, très enthousiasmantes. Encore faut-il que le plus grand nombre d'entre nous en ait conscience. Mais je voudrais dire que c'est pas simplement des souhaits, c'est pas simplement de la théorie. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant, tout un tas d'initiatives se déroulent sous nos yeux qui peuvent aider à créer de l'emploi, à créer de la valeur écologique, à créer des solidarités. Je souhaite qu'elles soient diffusées au maximum. Les médias n'étant qu'un levier de démultiplication, quelque part, de ces initiatives qui dépassent la sphère du journalisme et des médias. Merci beaucoup, Gilles Van der Potten, pour ce message et surtout, portez-vous bien. Merci beaucoup à vous, Karen, et au plaisir de nouveaux échanges. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.